peux parler ? Oui, oui. Alors. Voilà, nous on a une autorisation spéciale d'enlever nos masques. Merci beaucoup Luc Moulet d'être venu ce soir. Voilà, merci d'autant plus que vous êtes assez occupé, je crois, en ce moment, puisqu'il y a la rétrospective de vos films à la Cinémathèque. Mais la Cinémathèque fait relâche le mardi. Voilà, ça tombe bien. Et alors, vous avez vu là les dernières minutes du film. Alors, il se trouve que le film a été tourné. Alors, je commence par là un peu par hasard, mais il se trouve que le film a été tourné il y a à peu près exactement 20 ans, puisque on célèbre en ce moment les 20 ans du 11 septembre. Et je crois que vous étiez déjà, vous travailliez déjà sur le film à ce moment-là. Vous l'avez appris pendant que vous travailliez sur le film. Oui, c'était rigolo parce qu'on était au poil, ce village plus ou moins en ruine que vous voyez, où les ruines des maisons se confondent avec les rochers, et qui est probablement le plus isolé de France. Il y a un habitant. Attendez, je vous donne celui-là. Oui, merci. Il y a un habitant. Les portables ne passaient pas. Il fallait faire 15 km pour retrouver le terrain des portables. Là, on n'avait pas, bien sûr, on n'avait pas équipé le poêle, ça valait pas le coup avec le nombre d'habitants qu'il y avait. Et puis à l'heure du déjeuner, il y a l'équipe qui vient apporter la bouffe, qui était à 30 km, et qui nous dit: ah bah ça va pas à New York, parce qu'il y a 30 000 morts. En fait, il n'y en avait que 3 000. On l'a pas cru d'ailleurs, on s'est dit c'est une blague. Et puis on a compris petit à petit, lorsqu'on est revenu dans la zone où les portables passaient, que c'était réel. Donc il y avait cette contradiction immense entre le village le plus paumé et New York avec ses buildings en ruine. En fait, je trouve que c'est un point de départ amusant aussi, amusant, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas une coïncidence, puisqu'il se trouve que le film, un des points de départ et une des lignes du film, c'est la guerre du Golfe. Alors c'est la première guerre du Golfe en 91, mais il se trouve que ça a fait comme un écho au film que vous étiez en train de faire. Et en fait, il y a aussi ce télescopage. Alors pour prendre peut-être une autre façon de parler du film, le film n'arrête pas de mettre en scène, vous mettez en scène dans le film une opposition entre la modernité et disons plutôt les habitudes, les traditions des habitants du lieu, qui correspond aussi à une opposition entre la vitesse et la lenteur. On voit l'escargot sur la cabine téléphonique, les signaux de fumée d'une montagne à l'autre en opposition au téléphone, au talkie-walkie, etc. Et il se trouve que c'est un film que vous avez, je sais pas, porté en gestation, on pourrait dire, pendant très longtemps. Est-ce que, peut-être que vous pourriez parler de ça, du temps qu'a pris à faire le film. Oui, on avait trouvé le financement assez tard, et il a fallu un peu de temps pour trouver un producteur qui accepte le défi, parce qu'il fallait quand même engager un peu d'argent de plus. On l'a trouvé, en l'occurrence il s'appelait Paolo Branco, et le film a pu se faire sans trop d'inconvénients, avec quelques péripéties. On a eu un camion qui était un peu perdu, en panne sur une mauvaise route, et puis des problèmes d'acteurs. On avait une pente assez forte à 35%. Pendant ce temps-là, il y a la musique qui arrivait près de cette pente, et mon actrice, elle n'était pas très accoutumée à la montagne. Mon producteur
s'est dit, bon, ben, on va prendre un guide pour que tout se passe bien. Donc elle était encordée pour descendre, mais il ne suffit pas d'avoir une corde, il faut apprendre à manier la corde. C'est-à-dire pas forcément à tirer dessus, mais c'est un peu luxer le poignet. Bon, enfin, elle a surmonté ça courageusement. Oui, c'est un petit peu. Enfin, en fait, vous embarquez, mais ça, c'est un peu, je dirais, la norme de vos tournages, c'est que vous embarquez l'équipe technique, y compris, enfin, équipe technique et comédiens, vous les embarquez un petit peu dans des tournages sportifs. Oui, moi, je suis à l'aise parce que je connais ça très bien. Mais les Parisiens, c'est pas toujours évident. Il y avait ce heurt. On a d'ailleurs, on s'est amusé, on a construit cette maison de berger, qui est une fausse maison en plastique, hein, pour avoir l'opposition entre la maison du berger rustique et l'observatoire qui existe vraiment, mais qui ne servait plus parce que les recherches avaient été faites pendant une dizaine d'années, et puis après ça a été plus ou moins abandonné. Et alors, peut-être pour revenir sur l'origine de ce film, la première fois que vous avez eu l'idée de ce film, je crois que c'est vraiment bien avant le tournage. Oui, enfin j'ai toujours des projets comme ça que je peux sortir de mon tiroir et que je développe en fonction des possibilités des producteurs. Si, s'ils n'acceptent pas un projet, bon, on en ressort un. Dans le tiroir du dessous, un deuxième dans le tiroir encore plus bas. Et c'était le principe de faire le film tout entier dans cette zone qui est la plus désertique de France, puisque ça fait le bloc de Major, ça fait peut-être 40 km de long et 25 km de large, et où il n'y a jamais personne, enfin très peu de monde. Il y a une route qui n'est même plus recensée, c'est une route avec des lacunes, il n'y a jamais eu assez d'argent pour le financer, et la mairie de Majas s'est opposée à sa finition parce que l'arrivée de touristes et d'autos risquait de perturber le bétail. Donc elle ne sera jamais finie. Elle a deux lacunes à mi-chemin. Enfin, c'est une semi-lacune parce que c'est une mauvaise route là, mais à un moment, à un endroit, il y a une lacune totale. À peine un sentier. Donc c'était amusant de mettre dans cette zone déserte le plus de monde possible et un ensemble très hétéroclite. Donc c'est à partir de la découverte de cette route que vous avez eu l'idée première du film. Je l'avais découverte longtemps avant, parce que j'avais fait un rapport sur la région en 1954, quand j'avais 16 ans, et j'étais passé par là. À l'époque, il n'y avait même plus de chemin. On passait dans les ronces pour aller de Majas à la vallée de Roubon, près des gorges du Verdon. Et j'en ai un peu plané même, enfin je suis passé. Et donc il y avait ce défi. Tourner là où personne n'a jamais tourné, que j'ai repris sur d'autres films. Et alors, dans le livre, donc, je mentionnais l'apparition de vos mémoires, mémoire d'une savonnette indocile. Et alors, vous expliquez plusieurs influences pour chaque film. Enfin, vous attardez sur la création de chacun de vos films. Et pour celui-ci, vous dites qu'il y a deux figures tutélaires qui reviennent souvent d'ailleurs, qui sont Cécile 2000 et Lubitsch, auxquels vous avez pensé, en tout cas. Oui, il y a aussi une influence assez évidente, c'est celle de Buñuel, parce que c'est un film évolutif qui se transforme complètement en cours de route, avec un aspect documentaire au début, comme dans l'âge d'or, et puis ensuite
le délire de plus en plus total. Ça fait, c'est un côté rêve. Le songe d'une nuit d'été, par exemple, m'a inspiré. Donc, il y avait Shakespeare en plus. Alors, par contre, vous ne parlez pas d'un autre film auquel moi je pense, ne serait-ce que par le titre et par aussi peut-être la liberté de la construction du film, justement très évolutif comme ça, qui est Les naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier. Oui, c'est le titre, mais qui est très libre, mais qui est quand même très différent et qui a un paysage plus aquatique. Et je tourne, je suis pour la montagne et contre la mer. Enfin, des fois, j'ai tourné à la mer. C'était ma période masochiste. Et il y a eu 2 ou 3 films marins. Alors, moi j'ai voilà, des notes, mais je vais peut-être profiter quand même de l'occasion pour vous laisser la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, intervenir? Oui, à un moment donné, on reconnaît Françoise Vatel, qui est une de vos actrices fétiches, qui tournait notamment dans Brigitte et Brigitte, qui est un film que j'adore. Je voulais savoir, parce qu'elle lisait aussi le commentaire de Terre Noire. Est-ce qu'elle est aussi de la région? Non, non. Elle a une petite maison à un moment à Vézor-la-Romaine, qui n'est pas tellement loin, qui est à 90 km, mais qui est sans robine. Et donc, on travaille avec certains acteurs en continuité. On a fait un premier film ensemble en 1960 et le dernier en 2001. Elle devait faire le suivant, un film suivant en 2005, mais elle a eu un accident suite à une opération et elle a disparu. Sinon, on aurait pu continuer. J'avais le modèle, c'est Cécile 2000, oui, qui a travaillé avec Julia Fay depuis 1917 jusqu'à 1956, qui était pratiquement sur tous ses films, des grands rôles au début et des petits rôles. Donc ça forme une sorte d'équipe. D'ailleurs, Sabine Autepin, c'était la 3e fois qu'elle tournait avec moi. Oui, parce qu'elle joue aussi un petit rôle dans les sièges de l'Alcazar, qui est un court-métrage que j'ai vu il y a pas. Enfin, justement, je suis aussi votre rétrospective à la Cinémathèque et j'ai vu Sabine Autepin aussi dans un petit. Oui, les sièges de l'Alcazar, oui. Mais qui a été fait 12 ans avant. Oui. Il y a aussi Yana Lolic qui a tourné dans plusieurs de vos films. Oui, dans cette film. Oui. Alors, justement, c'est intéressant. Donc, il y a un mélange entre des habitués de votre cinéma et, voilà, par exemple, je pense à Mathieu Amalric ou Patrick Bouchité qui jouaient pour la première fois. Comment ça s'est... Enfin, est-ce que... Oui, il y a eu plusieurs états du film. D'abord, ça devait être Lucchini à la place d'Amalric. Et puis, il n'y a pas eu de réponse de la part de Lucchini, qui était un peu d'accord au début. Et Bouchité, au début, j'avais dû penser à Jean-François Stévenin, mais qui m'a abandonné, quoi. Je courais après lui, mais c'était une trop grande star pour moi. Il n'a pas voulu. Mais là, alors je vais me référer souvent à votre livre, puisque c'est quand même une source d'information. Là, vous dites dans votre livre que Patrick Bouchité, il apporte quelque chose de la bande dessinée presque dans le film. Oui, bien sûr, il y a tout son passé. Donc, il y a une fantaisie qui permettait d'accroître la fantaisie même du film. Donc, qui permettait d'aller au délire extrême à la fin. Donc, évidemment, la toute fin, c'était un peu une référence à Duel in the Sun de Vidor, une référence comique. Et le dernier plan avec la caméra qui s'élève, c'est évidemment copié de façon un peu maladroite à Ugetsu Monogatari de Mizoguchi. Bon, ça ne se voit pas trop, mais il y a beaucoup de cinéastes qui ont pris le dernier plan de Ugetsu Monogatari.
les contes de la ligne vague. On peut retrouver d'autres. Il y a aussi une influence d'Edgar Ulmer parce qu'il y a des plans complètement truqués et comme lorsque Amalric lance involontairement sa voiture dans le décor. Bon, il l'a pas lancé vraiment, mais bon, c'est fait de briques et de braques et c'était assez amusant. Le son, c'était pas le vrai son, puisque on a tourné à une vitesse différente de la réalité pour que le loto semble aller plus vite. Enfin, tout était truqué. Et alors, je ne sais pas si peut-être il y a une autre question. Ouais. Private Jokes, peut-on considérer que ce film comme votre super production en termes budgétaires? Oui, avec un autre film qui s'appelle Parpaillon, il a coûté du côté de 600 000 euros, qui était le record pour moi. Au début, les films, c'est difficile de faire les correspondances francs-euros, mais c'était plutôt du côté de 20 000 ou 30 000 euros. Brigitte et Brigitte, ça a été fait presque à l'époque des 400 coups, qui avait coûté 400 000 francs, et le mien coûtait 50 000. Donc il y a un progrès vers le gigantisme, que les gens n'ont pas toujours apprécié, parce que pour eux, c'était toujours un film fauché, parce que c'était mon image de marque moulée bout de ficelle. Est-ce que vous avez perçu la différence justement, enfin, pour vous, quelle était la différence d'avoir plus d'argent pour faire ces films? Il y avait plus d'acteurs, il y avait pas mal d'effets. La fin a été tournée avec 2 caméras, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé, parce que bon, la voiture en flammes, on ne pouvait pas se permettre de la détruire 2 fois. Donc c'était bien d'avoir deux caméras. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Mais les films étaient souvent, au début, des films à 3 ou 4 personnages. Ou à 2. Ou à un seul d'ailleurs, parfois. Oui. Mais on a l'impression que finalement le luxe presque qui se voit plus ou moins dans le film, mais c'est le temps que vous prenez justement et le temps, vous parliez du bétail tout à l'heure, qu'il ne fallait pas brusquer. On a l'impression que vous épousez ce temps-là en fait, c'est-à-dire qu'il faut, pour se déplacer, il va falloir marcher, pour filmer les animaux, il va falloir être à leur rythme. Oui, mais ça a été fait assez rapidement, en 5 semaines. J'aime bien que ça ne dure pas trop longtemps parce que ça me fatigue, je suis paresseux, et puis on peut très bien faire de bons films en 3 semaines, parfois en 2 jours. J'ai un film en 9 semaines, mais qui a été tourné sur 3 continents. Et alors vous parliez de votre période masochiste quand vous filmez la mer. Oui. Là vous avez aussi, c'est un peu masochiste aussi, parce qu'il me semble que vous détestez les voitures, que vous avez toujours refusé d'en conduire une. Oui, je suis incapable de conduire une voiture. En général, je marche au vélo, qui est beaucoup moins fatigant. Et puis c'est plus rapide aussi, parce que une voiture, ça semble aller plus vite, mais il faut toujours compter le temps qu'on passe à accumuler l'argent qui permettra de l'acheter. Il y avait un sociologue essayiste qui s'appelle Ivan Illich, qui avait calculé que pour quelqu'un dans une situation de fortune assez moyenne, compte tenu du temps passé à acquérir la voiture, on va beaucoup plus vite en vélo. Et aujourd'hui, on voit ça aussi, d'ailleurs, puisque le vélo en ville tient une place de plus en plus grande et la voiture tend à devenir un peu obsolète, tout au moins en ville. Enfin, c'est assez subtil par là-bas. J'avais même
J'avais tourné dans un village sans route, mais le maire avait une bagnole. Il était à 4 km, mais c'était très utile. Mais enfin, c'est surtout là que la voiture est utile. Quand un village majeur, c'est à 17 km du commerçant le plus proche, ben, la voiture est un peu indispensable. Vous avez une formule dans votre livre que je vais citer. Vous dites j'adore les mauvaises routes où les autos calent et où les vélos passent sans encombre. Oui, bien sûr, c'est le paradoxe. Donc là, c'était un lieu de l'enlisement où j'ai déjà eu, lors d'un tournage, en enlisement, ça devait être le 3 novembre 1960. Et puis je me suis aperçu, j'écoute dans les hôtels et les restaurants du coin, il y avait des gens qui s'étaient enlisés au même endroit et déclassés. Ça s'appelle la D17, mais elle est devenue route libre, c'est-à-dire que la commune et l'État n'assurent plus en cas d'accident. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, une réaction? Alors, je continue. Il n'y avait pas toujours un problème avec ce film. Est-ce qu'il reste les 2 sous-titres du texte japonais? Oui, oui. Donc, il y a des problèmes sur ces copies numériques, ça se perd. Il reste une ambiguïté, on ne comprend pas toujours très bien ce que cherchent les Japonais. Dans mon esprit, ils voulaient avoir la voiture de Paul Wrault, qui était un modèle spécial. Et mais les gens, en général, comprennent qu'ils étaient à la recherche de la drogue. Enfin, c'est pas très grave. Mais c'était amusant de soutenir que les rallyes automobiles, c'était un prétexte pour passer de la drogue. C'est pour ça qu'il y a Paris-Dakar. Ben ça, on le comprend voilà, à la fin, quand le patron de l'écurie Oui. vient d'Amsterdam. Et d'ailleurs, en fait, dans le film, il y a en permanence des problèmes de communication et des quiproquos, et notamment de la part des militaires qui comprennent rien, qui ne savent même pas dans quelle langue. Oui, qui confondent la langue flamande avec l'arabe. Et le russe avec le japonais. Et on a l'impression vraiment que que le scénario est imaginé. En fait, donc Parpaillon, vous mentionniez Parpaillon, qui est un film qui suit une course voilà, de l'ascension à vélo, de l'ascension. Oui, c'est pas une course, pas c'est un rallye cyclotourisme. Ah, oui. On ne cherche pas forcément à aller vite. Ouais. En général, on assimile le vélo en montagne à la course, mais il y a aussi le cyclotourisme qui fait qu'on regarde, on s'arrête. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs personnages qui le font, qui se mettent sur le bas-côté. Oui, oui. Mais donc, il y a un film vraiment construit, lui, pour le coup, alors, bout de ficelle, pas au sens économique, mais parce que on a l'impression que chaque scène, les scènes se suivent, c'est net, mais sans, voilà, histoire, je dirais, qui fédère, toutes ces scènes entre elles. Enfin, si, un petit peu, en fait, il y a des films, mais voilà, vous vouliez qu'il n'y ait pas de personnages principaux, qu'il n'y ait pas d'histoire principale. Là, c'est pas tout à fait le cas quand même, mais il y a aussi, on sent quand même cette volonté de partir vraiment de la scène, de l'idée de la scène. Et par exemple, vous parliez de l'observatoire, mais cet observatoire qui sert plus qu'à observer le berger, qui n'est pas du tout tourné vers le ciel. Oui, il servait un petit peu, mais pour des touristes comme ça, mais qui est abandonné. Qui a une belle situation. Mais c'est vraiment donc le décor qui vous donne l'idée de ces personnages. Oui, je repère les lieux. Alors le principe, c'est que j'ai exploité, c'est en montagne, il ne faut pas mettre les personnages trop près de la montagne, parce que la montagne les écrase. On ne peut pas avoir vraiment les deux à la fois. Donc il faut faire la montagne en fond de champ, très loin, et les personnages en premier plan. Et là ça se passait très bien. On voit ce fond avec les gens qui passent devant.
Et puis, ça me permettait aussi de faire des jeux assez amusants, puisque parmi les observateurs des aventures de Paul Gros, il y a deux petits lapins, qui sont des faux lapins, évidemment. Alors, il fallait trouver la bonne durée, que le spectateur ne s'aperçoive pas forcément tout de suite que c'est des faux, et puis laisser une ambiguïté, puisqu'ils sont comparés aux êtres vivants. Et puis il y avait les systèmes particuliers de communication par le feu. Un jour, j'étais monté à un sommet des Andes, et mon guide, quand il est arrivé au sommet, il a commencé par faire des feux pour que sa famille, à 30 km de là, voit qu'il est arrivé au sommet. Donc il y avait des codes qui semblent incompréhensibles, mais ça communiquait très bien. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de portable dans cet endroit perdu. Alors peut-être qu'on pourrait dire aussi un mot de la musique du film, donc, qui est composée par votre frère Patrice Moulet, qui a d'abord été acteur d'ailleurs pour vous dans votre premier court-métrage, Un Spectroplie, et qui donc a signé la musique de plusieurs de vos films, y compris celui-ci. Et la musique a quelque chose vraiment, pour le coup, participe un peu au délire collectif. Enfin, je ne sais pas comment vous aviez... Oui, parce que le principe, c'était déjà que la musique, ça correspondait à un délire, le berger qui lance des ondes qui correspondent à la musique et qui fait que toutes les filles s'amouragent de lui. Ça aussi, ça venait du son d'une nuit d'été. Il y avait la magie de la musique, et puis des coups frappés à la porte. Le tout assez extravagant. C'était amusant parce qu'on avait construit ça, et puis la production a laissé ça sur place. Et il y a des gens qui sont arrivés qui disent: ah bah tiens, on va avoir un refuge ou quelque chose, et puis qui se trouve devant le néant d'une construction en plastique. On avait d'ailleurs tourné la même scène. On a fait les plans rapprochés dans la plaine, en reprenant l'apparence de cette construction artificielle, parce que c'était assez facile, effectivement, d'avoir ça en plaine. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. J'ai beaucoup aimé la place que prend le tournage dans le film. D'un, parce qu'on y ressent souvent de la nuit, dans les tournages où j'ai pu passer. Et de l'autre, parce que souvent on ressent aussi ce décalage entre un tournage et le lieu où il se fait, où vraiment, voilà, il y a un grand décalage, quoi. Oui, ça a été piqué d'ailleurs, non pas à Buñuel, mais à Godard, Week-end, il y a ce même décalage qui m'avait donné l'idée. Avec les figurants italiens de la coproduction en déroute. Quelqu'un d'autre, une autre question ? Puisque vous le mentionnez à l'instant, il me semble que parmi les admirateurs du film, il y a Godard. Et ce qui est vraiment, je trouve, aussi agréable à lire dans votre livre, c'est que vous êtes vous-même très lucide, et en tout cas, vous parlez de vos films avec du recul, vous les évaluez. Vous dites ce que vous en pensez simplement, mais je me demandais ce que 20 ans après, comment vous considériez ce film. Oui, j'ai vu la fin, ça marchait assez bien auprès de moi, donc il y a ces petites erreurs
le manque de sous-titrage. Et puis j'étais gêné parce que, en général, je fais des tests auprès des spectateurs. Donc il y a des projections privées, mais là, mon producteur nous a mis dans une salle de montage qui était loin de Paris et j'ai pas pu avoir de testeur. Alors il peut y avoir des petites fautes de narration ou des obscurités. Enfin, au point où on en est dans ce film, ça passe assez bien, je crois. Alors, je refais un petite ronde. Pareil, ça tient plus de la remarque. C'est la D17, maintenant c'est une route qui existe et qui est à peu près entre Sedan et Luxembourg. Et, dans chaque département, il y a une D17. Il y a au moins 17 routes départementales. Ah bah, je ne suis pas du tout calé en départemental. Donc, on en trouve au moins 80 ou 90. Il faut un tout petit département où il y a très peu de routes. Comme les départements, peut-être que... non, je ne sais pas si on en trouve peut-être le territoire de Belfort, et encore il y a une D17. Oui. Et puis la D17 s'appelait tant de choses. Il y a un film qui est un peu hilarant comme ça, de Hitchcock, qui s'appelle Number 17. Et j'ai fonctionné un peu là-dessus. Les naufragés de la D17, c'est aussi une correspondance avec les naufragés de l'autocar, qui est le titre français d'une adaptation de Steinbeck, Wayward Bus. Et bon, il y a ce naufragé, mais sans mer. Moi aussi, je croyais que les départementales. Oui, par contre, il y a une petite exception. On est sorti pour une fois du bloc de Magastre et il y a une journée de tournage en ville, à Digne, ou dans les environs, avec le garage et l'actrice qui arrive à Digne, et on est un peu perdu quand on passe 15 jours au bloc de Magastre et qu'on arrive dans une grande ville de 15 000 habitants. C'est vrai que même dans le film, quand on arrive dans ces salles-là, il y a quand même un effet étrange de retour à la civilisation. Oui, oui. Je voulais juste savoir, parce que je connaissais bien le petit train d'Épingle, c'est pas loin du coup, le petit train d'Épingle qui... Oui, d'ailleurs la gare que vous voyez là, c'est le train d'Épingle qui passe. Oui. Parce que moi, je me souviens l'avoir pris quand j'étais adolescente et il y a eu un éboulement et on a dû attendre qu'ils ont tout déblayé pour qu'on continue. Enfin, c'était vraiment aussi folklorique comme dans le film. Oui, il y a toujours des éboulements ou des travaux. D'ailleurs, actuellement, une partie de la ligne, on continue par autocar parce qu'il y a un tunnel qui s'effondre. Mais il y a eu de gros éboulements près de la Note il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Donc, c'est un terrain difficile et c'est un peu une performance de maintenir cette ligne. C'était magnifique, moi j'adorais. Il y a eu un film sur le train d'Épingle d'ailleurs, un long métrage. Il y a une rare ligne ferroviaire hors SNCF. Il y en a quelques-unes, mais c'est la plus longue, 150 km. Il y en a en Bretagne par exemple, dans l'Ardèche et dans le Lot. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Bonjour. Moi j'aurais voulu savoir quelle était la postérité du film et qu'est-ce que vous avez reçu comme critique, qu'est-ce que vous avez retenu du retour C'est très divers. Il a quand même été assez mal vu par pas mal de journaux. Il y a une critique négative dans Libération.
ce qui était rare pour moi. Mais il y avait aussi des défenseurs délirants, comme Godard notamment. C'est un défenseur délirant? Oui, oui. Non, on m'a dit que sur le conseil du réalisateur Biette, il était venu spécialement de Rolle à Paris pour voir le film. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin bon, pour ça pas. Encore une... Il l'a mis dans une sélection de films qu'il aimait d'ailleurs, avec le film, comment ça s'appelle, celui qui a fait Buffalo 66. Vincent Gallo? Quoi? Vincent Gallo? Oui, oui, oui. Et puis un film d'Isid Lebesco et quelques autres, et un film de Bienne d'ailleurs. Je regarde, c'est que... Ah ben voilà. Je me demandais quelle était votre méthode pour diriger les acteurs, parce que je trouve que c'est des jeux des fois un peu différents dans la même scène, ça crée des effets assez intéressants. Pour choisir les acteurs? Les choisir et comment les diriger sur le tournage. Oui, enfin bon, il y en a qu'on dirige pas parce que je les connais, et une fois qu'ils ont le texte et le scénario, ça marche tout seul. En fait, les réalisateurs, normalement, ils dirigent pas tous les acteurs, mais certains acteurs qui sont en panne. Et puis les autres, ils se débrouillent très bien. Alors c'est qui là que vous avez dirigé? Comment? Qui est-ce qui était en panne? Oh, bah, je vais pas le dire. Ça serait pas gentil. Il vaut mieux lire le livre alors. Tout est dans le livre. Non, c'était... j'ai pas écrit ça dans le livre. Non, c'est vrai, c'était une manœuvre. Ah, il y a encore une référence, celle qui s'en va à nu-pied à partir du petit village de Rougon, là. Ma femme, en l'occurrence, s'est piqué un film célèbre, qui est Morocco de Sternberg, où c'est Marlène Dietrich qui s'en va nu-pied dans le désert à la recherche, si je ne me trompe, de Gary Cooper. On pique beaucoup de choses, de tout. C'est que ça ne soit pas trop visible. Enfin, maintenant, je peux en parler. Mais j'ai piqué aussi beaucoup de choses à Hitchcock, mais pas dans ce film. Alors, vous avez parlé des moyens, enfin des téléphones, voilà, ce genre de choses. Il me semble que vous n'êtes pas non plus un grand admirateur d'électronique et d'ordinateur. Non, non, je suis... comment c'est? Technophobe? Oui, oui, c'est le... Il y a un terme électroniqué, je ne sais plus. Ben, alors moi je connais pas le terme, mais il y a un informaticien qui connaît, je crois. Non. Mais donc vous parlez aussi dans votre livre, vous mentionnez le projet, l'idée d'un film qui s'appellerait Électroniqué justement. Oui, oui. Et vous hésitez à la fin du livre, vous savez pas trop si vous avez envie de le faire. Oui, oui, parce que je pense que c'est trop tôt pour faire le film, et les gens en ont un peu marre finalement. L'électronique, c'est assez commode d'ailleurs, je m'en sers parfois. J'ai même un ordinateur. Oui, vous répondez très vite au mail d'ailleurs. Mais ça apporte aussi beaucoup d'inconvénients. Manque de communication entre les êtres humains, et c'est très mauvais pour la question CO2. Mais par contre, ça a servi un peu à l'occasion de la Covid, parce que ça a permis le télétravail et le retour à la campagne. Les salariés, ils vont à la campagne, ils ont des loyers moins chers, mais ça va peut-être pas durer, je sais pas. Alors peut-être je fais un dernier tour d'horizon, si quelqu'un veut intervenir. Vous voulez
voulez peut-être intervenir vous? Non, non, ben, ça avait été fait, j'avais fait de métier, c'est-à-dire, je connais pas grand-chose aux bagnoles, mais j'avais lu des récits de copilotes avec leur système de repérage qui est là indiqué et assez rigolo. Et ça m'amusait que le champion, le copilote, qui est forcément un ancien pilote, il a un accident d'auto, mais l'accident d'auto, c'est son stylo qui lui rentre dans la bouche. Je fais un tout petit crochet pour revenir sur les ordinateurs, mais pas longtemps, simplement parce que je crois que vous savez, puisque vous en parlez aussi dans le livre, que beaucoup de vos films sont disponibles sur Internet, en libre accès. Et je me demandais ce que ça vous faisait, parce que c'est quand même aussi un moyen finalement d'assurer leur diffusion. Alors, Oui, voilà, bon, ben, ça ne paie pas, mais enfin, c'est pas grave. Mais la plupart de mes films sont amortis assez facilement. Et puis, tant mieux si ça circule. Enfin, j'ai même le film qui circule le plus sur le web, comme on dit, et ben, c'est Les Contrebandières qui a eu une très petite audience. Et où justement on se moquait, il y a 54 ans, des ordinateurs. D'ailleurs, j'ai pas mal de problèmes avec les ordinateurs, c'est un peu fatigant. Heureusement, je suis aidé par ma femme qui a 10 ans de moins, et qui elle est plus jeune, donc elle est plus... moi, je suis un vieux schnock par rapport à ce système qui est provisoire, puisqu'apparemment l'ordinateur... le monde des ordinateurs risque d'être condamné par Candium d'ici une trentaine d'années. Mais peut-être qu'on en trouvera ou qu'on retrouvera d'autres moyens. Mais, comme je le dis dans le livre, ça fait partie des illusions du progrès. On a eu la bombe atomique qui devait être un bon moyen de défense, et puis les Américains qui étaient très forts là-dessus, ils se sont cassés la gueule avec le 11 septembre et les terroristes armés de Cutter. Alors, Cutter qui vint à la bombe atomique. Où on délirait beaucoup sur le passage du mur du son pour les vols commerciaux. Et ça a foiré parce que ça coûtait très cher. Et il y a eu le gros accident à Goussainville, fin du transport au-delà de la barrière du son, il y a une quinzaine d'années. Donc on retourne comme ça aux origines. Donc il y a un excès de technique qui fait que finalement c'est plus... il y a pas mal d'inconvénients en fait, et on se retrouve gros gens comme devant, hein, avec des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients, et surtout un éloignement des êtres humains entre eux. Et des êtres vivants de manière générale, puisque là vous filmez beaucoup les animaux et le rapport des hommes aux animaux. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si voilà, peut-être dernière chance d'intervenir. Ouais. Pour finir, c'est une question un peu naïve, mais le film que vous faites, on voit, il est un peu fou, on peut dire. Et donc, c'est pas une narration, il y a plein de choses assez cocasses. Donc, juste la question, c'est comment est-ce qu'on écrit un film comme ça, un peu fou, quoi? Est-ce que vous l'écrivez au fil de l'eau? Est-ce que, oui, c'est ma nature. Et, un film comme Parpaillon, c'est un peu fou. Et puis, la comédie du travail aussi, c'est fou dans la mesure où on parle de l'employé de l'ANPE Stakhanoviste qui trouve du travail à tout le monde, ce qui risque d'entraîner la faillite de l'ANPE, qui était l'ancien nom de Pôle emploi.
Donc il y a toujours des éléments comme ça. Ben, on va peut-être, alors peut-être sauf si vous voulez peut-être dire un mot de la fin. Ben, oui, en fait, finir en apothéose, puisqu'il est touché par cette musique insolite et cette ambiance irréelle. Les personnages changent du tout au tout, et il y a un délire qui contredit l'attitude notamment du pilote assez borné tout au long du film. Donc c'est une sorte de rêve avec un changement de rythme, puisqu'il y a des plans très courts. Il y a une escalade comme ça dans la destruction aussi. Bon. Le grand pilote qui détruit sa bagnole. Ouais, vous en avez profité. Oui. Vous avez sauté sur l'occasion pour détruire une voiture. Oui, enfin, on l'a pas détruit tellement parce qu'il y avait une voiture de rechange. Enfin, je ne sais plus. Oui, peut-être, voilà. Elle est au moins endommagée en tout cas. Oui. Bon ben, merci encore une fois, Luc Moulet, d'être venu ce soir. Ouais, donc je rappelle que si vous voulez voir les films de Luc Moulet au cinéma, c'est possible à la Cinémathèque jusqu'au 30 septembre, je crois. Et ici, donc le Ciné-Club reprend sa saison. Il y aura une séance le mois prochain, le 19 octobre, mardi 19 octobre, avec une programmation encore. Oui, je vais même avoir au Panthéon, qui n'est pas très loin, c'est le cinéma, un débat avec les lecteurs autour de mes mémoires. Le 28 de ce mois. Au cinéma ou à la librairie? Librairie. À la librairie. La librairie. À la librairie du Panthéon, Ah oui. qui est juste derrière le cinéma. Merci beaucoup. Avec aussi, il y a 2 livres de Narboni sur Céline et ses particularités pro-nazies et antisémites. C'est une analyse assez amusante.